Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être des nôtres ce matin en si grand nombre pour ce premier événement de la 5e édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie, organisé par l'Institut d'études internationales de Montréal. Ce matin, un événement sur la défense et la sécurité, intitulé Quel plan B? Repenser la politique étrangère face à la politique prédatrice de l'administration Trump. Avant de commencer et de vous présenter nos invités, je demanderai au recteur de l'UQAM, M. Stéphane Pallage, de prononcer quelques mots en ouverture. Bon événement. Bonjour à toutes et tous, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Bienvenue à l'Université du Québec à Montréal pour cette 5e édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie, organisée par l'Institut d'études internationales de Montréal, le Réseau d'analyse stratégique et le Rubicon, en collaboration avec le CORIM et le ministère des Relations internationales du Québec et de la francophonie. L'UQAM est une université toute particulière. Elle a été créée en 1969 avec une mission fondamentale, celle de rendre accessibles les études universitaires en français. Nous célébrerons le 9 avril, c'est-à-dire dans 2 jours, les 56 ans de notre université. Durant ces années, l'UQAM aura formé plus de 310 000 diplômés. C'est plus que l'université McGill en 2 siècles. Juste pour donner une petite perspective, mais surtout pour vous dire que l'UQAM, c'est un ascenseur social. C'est probablement le plus grand ascenseur social dont le Québec se soit jamais doté. Ce faisant, notre contribution à la science, à la culture et à l'économie du Québec est absolument phénoménale. À l'heure où M. Trump s'attaque aux universités, il est important de se souvenir de l'impact que peut avoir une université sur la société. J'ai mentionné l'ascenseur social, c'est un impact majeur. Mais je peux aussi ajouter qu'au cours des dernières années, $1 de fonds publics investis dans l'UQAM a produit annuellement entre 8 et 16 $ selon la méthodologie. Cela fait un taux de rendement annuel de 700% à 1500%. Connaissez-vous un investissement plus rentable que celui-là pour une société? Et c'est évidemment sans compter l'effet qu'a l'art produit à l'université sur notre bien-être et notre santé, l'effet de nos recherches en prévention de la maladie sur le budget du ministre de la Santé, par exemple, l'impact des travaux de l'Institut d'études internationales de Montréal sur la qualité des institutions. Mais M. Trump n'a probablement pas en tête une société plus éduquée. L'ascenseur social n'est probablement pas un de ses objectifs. L'éducation affaiblit les dogmes, elle forge l'esprit critique, et M. Trump n'aime peut-être pas la critique. En s'attaquant aux universités et en s'ingérant dans leur gestion, il veut éliminer la liberté académique et l'autonomie universitaire aux États-Unis, si importante pour la démocratie. Face à cela, tous les recteurs et toutes les rectrices du monde ont un devoir de résistance. Et la résistance, c'est ce que je fais en ce moment. La semaine dernière, M. Trump est entré en guerre commerciale avec le reste du monde. Pour l'économiste que je suis, cela relève du délire. Il n'y a aucun argument économique pour justifier un tel repli sur soi. Mais la motivation de M. Trump est probablement davantage politique. Il a présenté la date du 2 avril comme le jour de la libération. Le député démocrate Hakeem Jeffries a plutôt parlé du jour de la récession. Et je pense qu'il a raison. Une chose est sûre, le président cherchait le chaos. Et le chaos, il l'a obtenu. Les tarifs douaniers vont affecter directement le pouvoir d'achat des Américains, accentuant la pauvreté. S'il n'y a pas de redistribution des sommes collectées vers les moins nantis, les inégalités vont croître aux États-Unis, les tensions sociales vont s'accentuer. M. Trump aura créé les conditions pour une montée de la violence.
Si j'étais cynique, ce que je ne suis pas. Mais si j'étais cynique, je dirais qu'il en profitera pour déclarer l'état d'urgence et abolir tout ce qui reste de démocratie dans ce pays. Mais je vais donc laisser le cynisme de côté et faire confiance aux Américains, à leur intelligence, à leur capacité de se mobiliser dans la résistance face à une montée évidente d'un totalitarisme dans leur pays. Ce matin, en se réveillant, M. Trump aura pu admirer la chute drastique des cours boursiers en Asie et en Europe. Ce samedi, un éditorialiste du New York Times titrait de façon très éloquente « How to destroy what made America great ». M. Trump poursuivra certainement sa journée en mettant de nouveaux mots à l'index, en s'attaquant aux juges et aux avocats se trouvant en travers de son chemin, en retirant des centaines de millions de dollars de fonds publics à une université qui a une politique d'ouverture au sport transgenre, par exemple, en vidant, plus fondamentalement, les institutions de leur substance. L'UQAM remettra cette année un doctorat honorifique à l'économiste Daron Acemoglu, récipiendaire du prix Nobel 2024. Il a démontré le lien direct entre la qualité des institutions et le développement économique. En jouant avec les institutions, notamment la démocratie, M. Trump s'en va vers une récession d'une envergure qu'il ne soupçonne probablement pas. Mesdames, Messieurs, vous avez de quoi parler dans ce rendez-vous Gérin-Lajoie. Merci à l'IEIM qui fait rayonner l'UQAM depuis plus de 20 ans. Merci au CORIM et au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec pour leur soutien. Merci au réseau d'analyse stratégique et au Rubicon. Il y a beaucoup d'incertitudes face aux événements que nous vivons, mais une chose est sûre, nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Bonne conférence. Merci Stéphane, cher recteur, d'avoir mis la table à ces rendez-vous Gérin-Lajoie. Le tableau que tu dresses, je crois, est partagé par nous tous et tous ici. Ça sera certainement notre carré de sable pour la semaine. Ce que tu décris est particulièrement préoccupant. Tu parlais de résistance et je crois que nous sommes tous ici pour résister à notre façon. Donc, tu peux compter sur nous, pas juste à l'UQAM. Beaucoup de professeurs, chercheurs et d'institutions partout sont ici aujourd'hui et pour toute la semaine. Je crois qu'on partage ces valeurs. D'ailleurs, je salue le président de l'IEIM, Bernard de Rome, qui s'est joint à nous. Les menaces historiques auxquelles tu faisais référence, générées par cette politique que certains nomment prédatrice des États-Unis, transforment la géopolitique planétaire à un rythme très, très affolant. Et comme tu l'as mentionné, nous avons l'obligation de passer de la réflexion à l'action. Voilà ce que propose cette journée qui est organisée par mon collègue Justin Massy. Et voilà ce que nous vous proposons en cette 5e édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie, qui s'inscrivent dans notre volonté de résister et de contribuer de manière proactive et urgente à la réflexion sur les menaces historiques portées à la souveraineté du Canada. En passant, je réalise que je ne me suis pas présenté. Alors, François Audet, professeur ici à l'École des sciences de la gestion et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Alors, plaisir de vous accueillir chez nous. Donc, je disais, ce réalignement géopolitique américain marque la remise en question des fondements de l'ordre libéral, dont le libre-échange et l'intégrité territoriale des États souverains. D'entrée de jeu, le postulat que nous avons, c'est que ces changements ne sont ni temporaires ni superficiels. Dans le contexte de cet isolement grandissant, il y a une opportunité qui s'impose pour nous ici au Canada, qui est celle de repenser, de réécrire avec détermination notre politique étrangère. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous avons publié un texte la semaine dernière dans la presse sollicitant les partis actuellement qui veulent arriver au pouvoir prochainement au Canada, de faire cette réflexion-là. Et c'est aussi une partie de la discussion qui sera faite aujourd'hui dans cette première journée des Rendez-vous Gérin-Lajoie. Je me permets d'ailleurs, un petit commentaire éditorial, de vous intéresser aux propositions faites par les deux partis susceptibles de prendre le pouvoir le 28 avril prochain. L'un d'entre eux,
vous cesserez de deviner, a clairement indiqué vouloir fermer l'aide internationale pour peut-être financer la défense. Ce projet des conservateurs, vous l'aurez deviné, je le vois dans vos yeux, n'est pas sans rappeler celui de Trump et de Musk qui ont fermé USAID. Et on connaît aujourd'hui, seulement quelques semaines plus tard, l'effet chaotique et dramatique de cette décision partout dans le Sud global. À travers les échanges que vous aurez ce matin avec Justin et plus tard cette semaine, nous tenterons d'identifier justement des idées, des mécanismes pour renforcer les capacités canadiennes en matière de défense, de sécurité, pour assurer notre souveraineté qui est menacée. Pour la première fois de notre existence à nous, la génération qui vit actuellement. Jeudi, nous aborderons des propositions pour moderniser notre diplomatie. Certains des fellows de l'IEM, d'ailleurs, sont dans la salle. Je salue Henri-Paul Normandin. Afin de reconstruire les alliances stratégiques, d'autonomiser et d'émanciper notre renseignement des États-Unis et pour faire face donc à ces nouvelles menaces sur la sécurité nationale du Canada et de repenser notre approche au développement pour en faire un levier d'influence et de stabilité. Je mentionne aussi que l'impact de ces bouleversements sur l'Inde et les relations entre l'Inde et le Canada sera d'ailleurs le sujet de notre école d'été plus tard au mois de juin. Dans tous les cas, je voudrais remercier évidemment, Monsieur le recteur, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Tous nos invités à cette journée, je vais laisser Justin les présenter, les panélistes tout au long de la journée, ainsi que toutes celles et ceux qui ont accepté notre invitation pour cette 5e édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie. Je voudrais absolument en profiter pour remercier toute l'équipe de l'IEM qui est derrière, évidemment, pour d'avoir organisé ce qui sera un succès, j'en suis convaincu, de la 5e édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie, et aussi saluer et remercier nos collègues de la Faculté de sciences politiques et droit qui collaborent à ces Rendez-vous Gérin-Lajoie. Alors, je demande à Justin officiellement d'ouvrir les Rendez-vous Gérin-Lajoie. Je te remercie beaucoup d'avoir mis cette table ou ces tables rondes à cette première journée. Alors, bonne conversation, mon cher Justin. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de vous voir en si grand nombre en personne, mais aussi en ligne. Donc, je salue les personnes qui nous écoutent en ligne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai donc mis sur pied cette conférence sur le plan B pour une raison qui... C'est rare qu'on fait des conférences où le titre est plutôt évident à comprendre, mais je veux quand même prendre une minute pour vous dire pourquoi c'est important de réfléchir au plan B. Premièrement, parce que le plan A est foutu. C'est un peu ça le fondement, et je pense que ça ne mérite pas beaucoup d'explications, mais pour le formuler comme il faut, ce sont des remises en question des fondements profonds de la politique étrangère qui sont en cours. C'est titanesque le bouleversement que l'on subit jusqu'à présent, qui crée un bris de confiance, mais qui remet en question plus fondamentalement les piliers de comment on a conceptualisé la politique étrangère, que ce soit en termes de commerce, bien sûr, qui est très dans l'actualité cette semaine avec le jour de la libération américaine, mais aussi en matière de défense. Le Canada n'a jamais conçu sa défense autrement que par un partenariat extrêmement étroit avec les États-Unis. Et c'est ça, en rompant la confiance, qui est beaucoup plus durable que simplement peut-être la durée d'un second mandat, troisième mandat ou quatrième mandat qui suivra Donald Trump. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et c'est pour ça que je voulais réunir parmi les meilleurs experts au pays et en Europe également pour s'intéresser à cette question. Premièrement, en examinant dans le premier panel les fondements de cette politique étrangère américaine, que veut Trump essentiellement, quelles sont les différentes hypothèses sur lesquelles on peut travailler, mais aussi les incidences que ça peut avoir aux États-Unis et sur le reste de la planète. Et ensuite, avoir 2 autres panels où on va explorer les différentes options, les différentes adaptations que les alliés du Canada en Europe et ailleurs dans le monde sont en train de réfléchir, sont en train de mettre sur place, mettre sur pied pour faire face à cette politique prédatrice. Et enfin, on terminera la journée avec une réflexion plus ancrée spécifiquement sur le Canada, avec quelques experts pour s'intéresser à quel genre de politique de défense le Canada doit mettre sur pied pour résister, dans le terme donc, qui est employé par le recteur au début de cette présentation, de cette conférence. Parce que clairement, on ne peut pas faire du business as usual, le statu quo ne fonctionne pas, mais il ne faut pas non plus penser qu'il faut tout s'aborder et faire table rase. Donc, il faut avoir une réflexion plus nuancée
je pense. Et la campagne électorale jusqu'à présent parle beaucoup de politique internationale en raison de Donald Trump, mais très peu d'idées concrètes sur comment on refonde une politique étrangère. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut saisir cette occasion. Et le timing, je pense qu'il est extrêmement bien choisi de cette campagne électorale pour formuler des idées, pour consulter la population, pour proposer des initiatives qui vont nous permettre au Canada, au Québec, de s'en sortir mieux face à cette prédation américaine. D'abord, avant de lancer les hostilités avec ce premier panel, je veux remercier, au-delà des institutions, les personnes qui ont rendu possible cette conférence. D'abord, Caroline Doyon, merci beaucoup pour le soutien. Léna Trottin également pour le soutien de l'Institut à cet événement. Et Antonin Blanchard, que vous allez voir circuler tout au cours de la journée pour prendre vos photos ici et qui va pouvoir alimenter nos réseaux sociaux. Je tiens aussi à dire que cette conférence est enregistrée, elle est filmée, que ce soit sur CIPAC, mais aussi par l'UQAM, et donc elle sera disponible en rediffusion au cours des prochains jours, prochaines semaines. Et donc, si vous ne pouvez pas assister à l'entièreté de cette conférence, vous aurez l'occasion de la réécouter en ligne sur nos différentes plateformes. Alors voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et j'inviterai les premiers panélistes à se joindre à moi pour ce premier panel. Merci. Non. Où vous voulez. Alors, tout comme François, j'ai omis de me présenter. Alors, je vais le faire maintenant. Je suis Justin Massy. Je suis professeur de sciences politiques à l'UQAM. Je suis co-directeur du réseau d'analyse stratégique, qui est un centre de réflexion financé par le ministère de la Défense nationale du Canada, ainsi qu'au directeur du Rubicon, qui est une plateforme écrite d'analyse francophone en collaboration avec l'École militaire de Paris et le Centre de l'Université Paris Panthéon-Assas. On a le privilège d'avoir sur ce premier panel-là plusieurs experts qui vont s'intéresser, comme je le disais tout à l'heure, aux motivations de l'administration Trump et à ses ramifications. Je vais les présenter au fur et à mesure qu'ils et elles vont présenter. Donc, je vais y aller une à la fois. On va débuter cette conférence avec une présentation de Karine Prémont, qui est professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke et directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Karine, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, c'est moi qui ai l'occasion de briser la glace. Merci aux institutions et aux individus qui ont organisé cette journée et ces journées. Je suis très contente d'être là. Merci à vous toutes et tous également, soit physiquement ou virtuellement, d'être là. On m'a donné 10 minutes pour vous présenter les motivations de Trump. Soit c'est beaucoup trop, soit c'est vraiment pas assez. Alors, je ne sais pas trop, ce qu'il en sera. On verra. Pour faire simple, j'ai décidé de ranger ces motivations en 3 catégories de facteurs. D'abord, des facteurs qui relèvent de la politique étrangère, de l'économie, dont on entend souvent parler, qui ont été mentionnés notamment en ouverture. Des facteurs aussi géopolitiques et de politique étrangère, et des facteurs personnels et symboliques également. Alors, je vais essayer d'aller plutôt rapidement sur ces facteurs-là pour qu'on puisse en discuter éventuellement et que les collègues puissent aussi les juger gentiment, j'espère. Comme je disais, je vais aller plutôt rapidement sur les facteurs de politique intérieure et économique parce que ce sont essentiellement des prétextes, là, on le sait, les raisons économiques invoquées par Trump pour les tarifs ou pour toute autre forme de menace, par ailleurs, aux alliés traditionnels ne tiennent généralement pas la route en termes économiques, en termes commerciaux, en termes politiques, en termes de tout ce que vous voulez, finalement. La réindustrialisation des États-Unis, par exemple, réduire la dépendance à l'égard de la Chine, remplacer les taxes et impôts par les revenus des tarifs, tout ça fait partie de son discours, mais n'a pas de fondement réel. Mais c'est quand même une catégorie de facteurs qu'il faut prendre en considération parce qu'on peut imaginer qu'il y croit jusqu'à un certain point, que son entourage, en tout cas, y croit jusqu'à un certain point. Alors, il faut prendre ça en considération. Et c'est pour ça que ces 3 catégories de critères sont en fait imbriquées les uns dans les autres. On ne peut pas isolément tenter de les comprendre. Il faut vraiment les étudier ensemble. Mais je vais passer plus rapidement là-dessus. Je voudrais plutôt insister sur les critères de géopolitique et de politique étrangère et les critères les facteurs de personnels et symboliques, parce qu'ensemble, ils constituent un peu ce que j'appelle
la politique étrangère histrionique de Donald Trump, c'est-à-dire cette idée d'agir avec drame, avec émotion pour attirer l'attention. Donc, la politique étrangère de Trump est un peu basée là-dessus. Je sais qu'on ne peut pas faire de pronostic psychologique à distance sans avoir consulté les patients, mais ça tient pour les psychologues, pas pour les politologues. Alors, nous, on peut le faire. Alors, il y a 3 principaux éléments en matière de géopolitique et politique étrangère qui me semblent constituer le cœur des motivations de Donald Trump concernant ses comportements face aux alliés. Le premier, évidemment, c'est obtenir différentes concessions. On le sait que c'est habituellement la façon dont il fonctionne. Quelle est la nature de ces concessions-là ou sur quoi il veut des concessions? On le sait que Trump s'intéresse aux ressources, que ce soit à l'eau, par exemple, aux minéraux critiques. C'est le cas pour le Canada, l'Arctique, c'est le cas pour le Congo, c'est le cas pour l'Ukraine. Donc, il y a cet élément-là qui joue. Et on sait aussi que les concessions, surtout qu'il souhaite obtenir, c'est l'augmentation des dépenses militaires des alliés. Alors ça fait partie de ses motivations. Une autre motivation liée à la géopolitique et à la politique étrangère, c'est l'affaiblissement des institutions internationales, parce que ce sont des voix qui peuvent s'opposer à ses volontés, qui peuvent faire obstacle à ses désirs, à ses intentions. Alors, d'affaiblir ces institutions, bien, c'est d'une certaine façon faire taire les voix dissonantes, discordantes à l'égard des politiques américaines. Et un troisième élément lié à cette catégorie de motivation, c'est de forcer la compétition entre les pays. C'est quelque chose qu'il fait au sein de son équipe décisionnelle. Il souhaite que les gens se battent pour son attention, pour son écoute. Alors, c'est un peu la même chose qu'il souhaite faire parce que quand on jette ce genre de menace à la figure des pays, des alliés, mais il y en a qui vont vouloir la jouer un peu plus solo, peut-être, qu'en d'autres circonstances. Alors, ça peut créer un système de compétition. Et à ce moment-là, bien, les pays se trouvent à se battre un peu plus pour son attention. Donc ça fait partie peut-être des motivations les plus faciles à voir, à mesurer. Mais il ne faut pas négliger, je pense, l'aspect personnel et symbolique de cette présidence-là. Et il y a aussi des éléments qui peuvent servir à comprendre les motivations de Trump à cet égard-là. Ça ressemble un peu à ce que je viens de dire, mais c'est cette idée de test de loyauté, d'imposer des tarifs, je vais finir par le dire, imposer des tarifs, menacer les alliés, bien, c'est un test de loyauté à la fois envers les pays alliés, bien sûr, mais aussi à l'interne. L'idée, c'est de s'assurer de la collaboration de tous ces conseillers, d'assurer que tout le monde marche selon le même pas. Alors, de proposer ce genre de politique-là, bien, ça aide à faire la part des choses entre qui est avec moi et qui n'est pas avec moi au sein de ma propre équipe, mais aussi sur la scène internationale. C'est aussi, il y a beaucoup, et il le dit à différentes reprises, ses conseillers l'ont dit aussi à de nombreuses reprises, il y a un aspect revanchard, évidemment, dans ces considérations-là. Il ne faut pas, même si ça nous apparaît un peu particulier d'être obligé de prendre la mesure de ça quand on analyse la politique étrangère, il faut le faire dans ce cas-là. Donc, prendre sa revanche sur ses ennemis intérieurs, ses ennemis extérieurs, ceux qui se sont moqués de lui, essentiellement. Je pense que c'est beaucoup ça, ou en tout cas qui l'ont mis dans l'embarras, que ce soit Zelensky, que ce soit Trudeau, que ce soit les leaders européens, par exemple. Donc, il y a beaucoup de ça aussi dans sa politique étrangère, cette idée de « je vais vous faire payer ». Et d'ailleurs, avec l'entretien avec Zelensky, on l'a vu, là, vous n'avez pas été assez reconnaissant envers ce qu'on a fait. Vous nous avez pris un peu de haut. Alors, c'est un peu le message que Trump envoie également. Aussi, l'aspect de consolidation de son pouvoir personnel, d'une certaine façon, projeter une image de force. Ça ressemble un peu à ce que font les leaders qui l'admirent. Donc, si Poutine est capable de prendre du territoire, pourquoi moi, j'en prendrais pas? Pourquoi moi, je veux avoir l'air aussi puissant, exercer un leadership aussi clair que lui? Et je pense qu'il y a cette idée de vouloir se faire accepter aussi par ces leaders-là, d'une certaine façon. Alors, ça aussi, ça joue. J'ai l'impression de m'éloigner un peu de mon terrain de Sciences Po. Alors, mais je pense qu'on est tous un peu à tâtons dans cette affaire-là. Alors, on va mettre tout ça ensemble, puis on verra bien ce qui en ressort. Mais, et je pense qu'il y a aussi, et ce sera le dernier critère dont je parlerai, il y a aussi, il ne faut pas le négliger, cette idée d'attirer l'attention de toutes les façons possibles, d'attirer l'attention médiatique. Pendant que Trump annonce des tarifs, change d'idée, revient en arrière, change les taux, change les pays, présente des graphiques ou en tout cas des choses, ben pendant ce temps-là, on parle de rien d'autre.
Et c'est la même chose au Canada par ailleurs. Trump prend tout l'espace durant cette campagne-là. Pendant ce temps-là, on ne parle de rien d'autre. Alors, c'est cette idée que le monde entier parle de lui. Le monde entier est à l'écoute, est en attente de la moindre de ses paroles. Et je pense que ça joue aussi pour beaucoup dans ce qu'il souhaite faire. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai pris ou pas, mais c'était la base sur laquelle je pense qu'on pourra discuter. Et j'espère que mes collègues pourront m'aider aussi à y comprendre à y voir un peu plus clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. J'inviterai les collègues aussi à être respectueux du temps que tu l'as été aussi pour qu'on puisse échanger avec la salle, l'audience, en ligne ou en personne à la fin de ce panel. Maintenant, je vais donner la parole à Julien Toureille, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand. Julien? Bonjour à toutes et à tous. Merci Justin. Merci pour l'invitation à participer à cette journée de réflexion. Justin, juste avant le début, m'a dit l'objectif que j'ai, c'est de te faire débattre avec Karine sur quelles sont les motivations de Donald Trump. Manque de peau, je suis très souvent d'accord avec Karine et j'essaierai de compléter, même si je ne suis pas certain qu'il y ait grand-chose à compléter, tellement je suis d'accord. Donc, je ne vais pas débattre dans le sens où je ne vais pas proposer une vision totalement alternative de l'explication qu'elle a fournie. Donc, je ne suis pas assez trumpien en l'espèce pour aller dans une réalité totalement différente. Ce que je vais peut-être préciser tout d'abord, qu'est-ce qu'il guide à Donald Trump? Je pense que dans sa vision du monde, et là je crois qu'on est assez d'accord avec Karine, il a des principes fondamentaux. Il a une ligne relativement claire, ce qui peut paraître peut-être un peu surprenant. On l'avait vu dans son premier mandat, cette ligne claire, c'est son aversion pour l'ordre international libéral. Il est convaincu, me semble-t-il, que l'ordre international tel qu'il a été construit au premier chef par les États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et encore plus depuis la fin de la guerre froide, n'a pas bénéficié aux États-Unis, mais au contraire a nui aux États-Unis. Je ne sais pas comment il arrive à cette conclusion. J'essaie moi-même de changer ma perspective sur ces 80 années d'histoire et je n'arrive pas à la changer de façon assez radicale pour comprendre comment il arrive à cette idée que les États-Unis seraient les grands perdants du monde tel qu'il est depuis les 80 dernières années. Mais il n'y a aucun doute, et cette aversion pour cet ordre international libéral, elle le pousse à en remettre en question les trois principaux piliers. Alors, je passerai assez rapidement parce qu'ils sont largement connus. Le premier pilier, celui des valeurs démocratiques. Monsieur le recteur l'a évoqué dans son mot d'introduction. Manifestement, Donald Trump n'est pas attaché au principe de l'état de droit, menace potentiellement la démocratie américaine et ne fait pas de la promotion de la démocratie sur la scène internationale une priorité de sa politique étrangère. Certains diront, vu le bilan en la matière des États-Unis au cours des 80 dernières années, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose que ça que finalement les États-Unis ne fassent plus la promotion de la démocratie à l'étranger. On pourrait éventuellement en discuter. Le deuxième pilier qui remet en question, c'est ce qu'on peut appeler le pilier institutionnel. Les règles, notamment le principe que la guerre est illégale, qu'on ne peut pas remettre en question les frontières d'un État souverain en ayant recours à la force. Il remet en question, ou il a peu d'intérêt concernant ce pilier institutionnel pour les organisations internationales, évidemment, au premier rang desquels l'Organisation des Nations Unies. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'émotions lorsqu'il a annoncé la semaine dernière qu'il invitait Mme Stefanik à renoncer à son poste d'ambassadrice aux Nations Unies pour préserver la majorité ténue des républicains à la Chambre. Ça n'a pas trop traumatisé manifestement les Américains, et peut-être sur la scène internationale, ça ne nous a pas trop non plus interpellés. L'autre pilier institutionnel avec lequel il a du maille à partir, c'est évidemment l'alliance par excellence qui est l'OTAN, même si je trouve qu'en ce début de second mandat, l'OTAN est un peu moins dans sa ligne de mire qu'elle ne l'était au cours de son premier mandat. C'est peut-être temporaire, c'est peut-être qu'il est tellement omnibulé par ses tarifs qu'il a oublié l'Alliance Atlantique. Mais bon, Marco Rubio, la semaine dernière à Bruxelles, a eu quand même des mots assez rassurants
la parole de Marco Rubio, on verra ce qu'elle vaut au cours des prochains jours et des prochains mois. Troisième pilier, évidemment, qui remet en question de cet ordre international libéral, c'est le pilier économique, fondé sur l'ouverture des échanges, le commerce international. On le voit de façon spectaculaire depuis la semaine dernière. Et ça, je pense que c'est son idée la plus forte en politique étrangère. Il est convaincu que le commerce nuit aux États-Unis et qu'il faut absolument corriger cette situation. Et ça a l'air tellement fort chez lui qu'on peut avoir l'impression qu'il va tenir le plus longtemps possible sur cette question des tarifs et que c'est probablement pas les cours de bourse un peu fragilisés, on va dire ça comme ça, qui pourraient le faire rapidement changer d'avis. Donc, voilà, ce qu'il guide, c'est cette aversion assez bien connue, assez bien documentée. Ce qu'il veut maintenant, une fois qu'on a dit ça, là, c'est un petit peu plus dur. Depuis que Justin m'a invité à la conférence, il m'a dit qu'il faudrait que vous parliez de ce qu'il veut, Donald Trump. Je suis encore torturé parce que lui-même, je ne suis pas sûr qu'il sache exactement ce qu'il veuille, bien qu'il ait, je pense, fondamentalement de bonnes intuitions. Il y a des choses dans sa vision du monde, et je reste simplement sur sa politique étrangère, qui sont très justes. Et il y en a 4 qui me paraissent assez justes et sur lesquelles il a peut-être des pistes de solutions intéressantes. La première chose, c'est l'effet déstabilisateur dans les sociétés occidentales des mouvements migratoires au cours des peut-être 10 dernières années et pour les prochaines années. Là, il touche à quelque chose de manifestement très sensible. On le voit dans les sondages aux États-Unis. Sa politique migratoire très dure, notamment cette volonté d'expulser les migrants illégaux, suscite encore une adhésion très forte de l'opinion publique. Il n'y a pas fondamentalement de remise en question parce qu'il vient de toucher quelque chose qui préoccupe et les États-Unis et au-delà. Évidemment, les mesures qu'ils préconisent, leur côté déshumanisant, méritent et suscitent des débats tout à fait fondés. Le deuxième élément sur lequel il a une bonne intuition, c'est les effets négatifs du commerce international. C'est vrai que le commerce international a détruit des emplois industriels aux États-Unis, sauf que les droits de douane ne feront pas revenir les emplois industriels aux États-Unis. Il a une bonne intuition, il a une très mauvaise solution là-dedans et voilà, il rencontrera peut-être un mur. Troisième intuition, ou troisième sujet sur lequel il a une très bonne intuition, c'est le côté passif, un peu profiteur des alliés qui se sont abrités sous le parapluie de sécurité américain, en particulier depuis la fin de la guerre froide. Il a raison dans la mesure où tous les présidents, depuis Eisenhower, aurais-je tendance à penser, faisaient la même critique à l'endroit des Alliés. Il est dans une certaine lignée qui est tout à fait fondée. C'est vrai que grâce à ce parapluie sécuritaire américain, que ce soit en Europe ou au Canada, on a pu ne pas investir dans notre défense pour investir, par exemple, dans notre économie ou dans nos systèmes de protection sociale. Sur ce plan-là, donc, il est dans une lignée et sa façon d'exprimer son mécontentement semble, pour le moment, obtenir des résultats, puisqu'on voit les Alliés, le Canada, les Allemands, changer radicalement de posture et annoncer une volonté de rattrapage en matière de politique de défense et d'implication des Alliés dans l'histoire, dans le côté tragique de l'histoire sur les enjeux de sécurité. Dernier sujet sur lequel il me semble avoir parfaitement raison, mais c'est sur la question ukrainienne. Sur la question ukrainienne, il a raison d'estimer que le conflit demande une solution diplomatique. Ce n'est pas nouveau, il y a à peu près 18 mois qu'on sait qu'il faut une solution diplomatique au conflit. Le problème avec Donald Trump, c'est qu'évidemment, les paramètres et sa façon de négocier laissent entendre qu'il est prêt à arriver à cette solution en jetant le partenaire ukrainien sous le bus pour obtenir peut-être la reconnaissance ou l'aval de Vladimir Poutine. Donc, il a de bonnes intuitions sur des enjeux fondamentaux. Je ne suis pas sûr qu'il ait la discipline pour régler ces enjeux fondamentaux d'une façon qui soit positive, qui soit efficace et qui soit durable. Et au-delà de ces enjeux qu'on pourrait appeler peut-être éventuellement conjoncturels, lorsqu'on revient à son aversion fondamentale pour l'ordre international, je n'ai pas l'impression
et là peut-être il y aura matière à débat, qu'il ait une vision suffisamment structurée de ce qu'il veut faire pour réformer l'ordre international ou pour créer un nouvel ordre international, si ce n'est, et ce sera probablement mon mot de conclusion, je reviens à ce que disait Karine, qu'il n'a pas l'air tout à fait malheureux à l'idée qu'on revienne au monde de la fin du 19e siècle, organisé autour des rapports entre grandes puissances. Les États-Unis seraient une grande puissance, la Russie serait une grande puissance, la Chine serait une grande puissance, et chacune se partagerait des zones d'influence bien délimitées. Alors pour les États-Unis, ça serait une révision de la doctrine Monroe, doctrine Monroe plus, avec une hégémonie américaine dans l'espace de l'hémisphère occidental, ce qui se traduirait par la reprise du canal de Panama, par l'achat, la conquête ou la séduction du Groenland et de ses... Y a-t-il des pingouins et des manchots au Groenland ? Non. Par le Groenland et éventuellement par la séduction du Canada. Évidemment, on n'en est pas là. Et on arriverait peut-être par accident à ce retour au monde de la fin du 19e siècle organisé autour de ces grandes puissances, avec à la tête de la puissance américaine un empereur théâtral, un empereur de pacotille, qui serait probablement pas en mesure de défendre les intérêts de sa grande puissance par rapport à deux autres acteurs qui sont beaucoup plus raffinés, beaucoup plus stratèges dans leur vision du monde, que sont Vladimir Poutine et Xi Jinping. Voilà. Merci, Julien. Merci pour ces propos. Peut-être pas en débat avec Karine, mais néanmoins complémentaires et source de réflexion supplémentaire. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Théodore McLaughlin, qui est professeur titulaire à l'Université de Montréal et directeur du CEPSI. Théo, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de l'invitation, Justin. C'est un plaisir d'être chez vous aujourd'hui. Je veux présenter aujourd'hui, en termes d'essayer une réponse à que veut Trump, une théorie de sa gouverne intérieure qui a des répercussions importantes sur les divisions au sein de son gouvernement, au sein de son pays et éventuellement sa politique étrangère. Je présentais l'idée surtout que ce que le président Trump cherche à faire dans sa gouverne, c'est de créer une espèce de cour de Versailles dans laquelle on a accès au pouvoir, à des titres, à la générosité de l'État, en fonction de son rapport avec le chef. Pas en fonction de règles plus systématiques qui incarnent l'État de droit, l'État bureaucratique, mais plutôt un exercice qui est finalement arbitraire de pouvoir. On le voit à différents égards. On le voit, et Karine, je dois dire, a déjà dénombré beaucoup de ces dimensions à la fois internes et internationales. Il y a l'utilisation du pouvoir de grâce présidentielle de manière assez ouverte et arbitraire en fonction de son alliance avec lui. Et puis, il y a plusieurs exemples. En tout cas, je pense qu'on peut les observer à différents niveaux. On peut commencer avec interne au gouvernement. Donc, par exemple, il y a cette utilisation de pouvoir de grâce présidentielle qui fait en sorte d'augmenter la loyauté de ses proches. La création d'une agence parallèle à tous ces départements qui répond à son nouveau meilleur ami et qui exerce une espèce de contrôle, c'est ça, transversal et à travers les différents ministères et au-delà et en dehors du cadre juridique de leur opération. Ça a des conséquences, des manifestations dans son rapport avec la société et l'économie américaine. Je pense qu'on peut penser à cette politique économique comme une manière d'essentiellement faire en sorte, comme Karine l'a bien dit, de créer une situation dans laquelle, par exemple, un PDG d'une entreprise doit venir agenouiller à la Maison-Blanche pour demander une exception aux politiques qui sont adoptées. Et ça se manifeste aussi dans la politique étrangère, le même type de dynamique. Et au centre de tous ces liens de pouvoir, il y a le président lui-même. Et donc, c'est plutôt que l'autoritarisme, c'est possible, mais je pense que même à court terme, c'est vraiment ce personnalisme qui caractérise son approche au gouvernement et qui, je pense, être un concept clé pour comprendre les motivations du président Trump. Il veut être, comme Karine l'a dit, délié par les différentes institutions et règles qui pourraient l'empêcher finalement.
Et donc, qu'est-ce qu'on sait de ce genre de système? Quelle dynamique en découle? Qu'est-ce qu'on sait dans des situations dans lesquelles ce genre de système s'est produit ailleurs? C'est d'abord que ce genre de système est parsemé de factions. La politique de l'intérieur de ce gouvernement est dominée, de ce type de gouvernement est dominée par la question d'essor et de déclin de différentes factions politiques et de leur rivalité. L'accès à la faveur du chef, ce n'est pas juste un atout maintenant dans une joute bureaucratique, ça l'a toujours été. N'importe quel le président, si on a accès au président, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de chances de faire valoir ses objectifs politiques dans une joute bureaucratique, ça a toujours été le cas. Ce qui est différent maintenant, c'est que ça pourrait faire de la différence, par exemple, entre un tarif douanier de 25% et un tarif douanier de 0%. Ça peut faire la différence entre avoir une poste très importante avec beaucoup d'autorité dans l'État, beaucoup de pouvoir, et être congédié, avoir sa carrière très isolée et peut-être finie par la suite. La différence entre le succès et la faillite de son entreprise. En tout cas, c'est une ressource, la faveur du chef, qui est limitée et qui est convoitée. Et puis donc, on voit déjà des tentatives de limiter Elon Musk par d'autres joueurs. On a les frustrations qui font écho par rapport à Mike Waltz quand c'est à la sécurité nationale. Juste la semaine dernière, on a vu cet épisode qui m'a beaucoup frappé, qui n'a pas fait, je pense, énormément d'écho compte tenu du contexte des tarifs douaniers, de tout le drame autour de ça, dans lequel on a mis à la porte le directeur du National Security Agency et de sa députée suite à une conversation avec l'extrémiste Laura Loomer dans la Maison-Blanche. C'est-à-dire donc une concurrence entre factions. Pendant sa première administration, il y avait une division idéologique qui était assez prononcée dans ce genre de factionnalisme. Et entre les MAGA qui étaient jusqu'au boutistes et les républicains plus traditionnalistes, ces derniers ont été exclus du pouvoir, ou du moins dans le cas, par exemple, de Marco Rubio, assez assujettis au programme politique des MAGAistes. Donc, je pense que pour l'instant, les divisions entre factions ont moins cette teneur d'une division idéologique, ne serait-ce que parce que, en général, les acteurs dans l'administration sont plus sur une même longueur d'onde, avec un peu plus de cohérence par rapport à leur programme. Mais on le voit quand même entre, par exemple, beaucoup de soupçons autour d'Elon Musk comme milliardaire, les critiques lancées à sa direction par exemple, Steve Bannon ou d'autres, par exemple, nationalistes. Je m'attends, par contre, à ce que les rivalités personnelles pourrissent les élites, minant ainsi la cohérence de la prise de décision de l'administration de nombreux égards. Et puis, donc, ce factionnalisme mine la prise de décision. C'est en plus, par exemple, d'un couple d'autres caractéristiques de ce genre de système personnaliste. Privilégier loyauté sur expertise, on le voit avec beaucoup de ses choix de son conseil de ministres. Des flux d'informations qui ne marchent peut-être pas. Donc, par exemple, un manque de volonté de rapporter au chef de mauvaises nouvelles et de faire en sorte que le chef se rende compte de conséquences néfastes de ses décisions, y compris pour lui-même. Par rapport, par exemple, aux conséquences de toutes les compressions de Doge qui ont sur les vies de communautés que cherche Donald Trump, que Donald Trump cherche à maintenir leur appui, son appui, par exemple, les vétérans et leur accès à des soins de santé. Les conséquences politiques risquent d'être dramatiques sans nécessairement que Donald Trump se rende compte, surtout au préalable, à cause de ces flux difficiles d'informations. Il y aura des aspects du gouvernement qui vont continuer à travailler à certains égards de façon plutôt professionnelle, mais toujours, je dirais, sous une pression politique importante. On le voit par exemple dans l'armée américaine. On n'a pas vu la purge d'officiers seniors de fond en comble dont certains analystes avaient peur, dont moi-même. En amont du début des administrations, j'ai publié une analyse dans laquelle j'étais
j'avais vraiment peur de ça. On parlait d'une réévaluation de promotion de fonds en comble des 3 étoiles, des 4 étoiles. On n'a pas vu ça. On a vu plutôt les licenciements de quelques officiers seniors. C'est un problème. Et puis, l'épisode de la semaine dernière ajoute un autre aspect de peur par rapport à ça. Mais toujours est-il qu'à de nombreux égards, l'armée américaine continue à opérer de façon assez professionnelle, avec des limites de plus en plus importantes sur ce que cette armée peut faire dans différents aspects de politique. Donc, ça va continuer à différents niveaux, mais je pense avec des pressions de plus en plus importantes de vraiment axer la politique de différents ministères et différentes agences et de l'armée, par exemple, autour de la loyauté vis-à-vis du chef. Ces aspects du système, il faut dire, également répercutent dans la société américaine. L'extrémisme du programme et aussi ces aspects vraiment irréfléchis par rapport aux conséquences vont faire en sorte que la politique publique va être minée et puis que ça aura une incidence sur l'impopularité du président. On voit la bourse qui s'effondre, les vétérans qui perdent accès à leurs soins de santé, la peur pour Social Security, et puis aussi des politiques publiques dont, par exemple, toute la discussion de l'annexation du Canada qui sont d'autant impopulaires aussi. Il y aura donc, j'imagine, une perte de soutien aux républicains. Et puis, peut-être que tout cela donnera pause au président, incitera les républicains au Congrès de retrouver leur colonne. Je ne miserai pas beaucoup là-dessus. Mais avec la polarisation de la société américaine, avec l'extrémisme du personnel déjà autour de Donald Trump, la paranoïa qui tend à s'installer, je pense qu'on peut s'attendre à ce que la réponse soit de foncer dans son programme, de foncer dans le personnalisme, de foncer et de renforcer les dynamiques plutôt que de les réduire. Ainsi, on peut s'attendre alors à davantage de factionnalisme, à davantage d'une concurrence et davantage de dynamiques qui vont miner la politique publique. Et peut-être de miser davantage sur les politiques, comme Julien l'a dit très bien, qui sont davantage plus populaires, comme par exemple s'attaquer aux migrants pour faire compensation. Et pour le Canada et pour d'autres pays, qu'est-ce que ça veut dire? Karine a très bien énoncé le fait que ce genre d'approche à la politique s'applique également à la politique étrangère qu'à la politique intérieure. Et puis au plan quotidien, nos ministères travaillent quotidiennement avec leurs homologues militaires et vont voir que, et ils le voient déjà à différents égards, que lorsqu'ils parlent avec des partenaires américains, les lignes de communication sont beaucoup plus difficiles. C'est qu'il y a davantage d'improvisation, que c'est difficile de savoir si les conseils qui sont offerts sont vraiment la vision que leurs homologues qui sont professionnels croient être les bonnes politiques à adopter ou davantage les politiques que Donald Trump veut entendre. Les messages que Donald Trump veut entendre, ça va faire en sorte qu'au plan quotidien, ça va être très difficile pour notre gouvernement de travailler. Et puis que la question de réorientation de politique étrangère doit s'opérer à tous les niveaux, pas juste à des politiques adoptées à un très haut niveau au gouvernement du Canada, mais dans le travail quotidien. Et dans notre recherche pour des partenaires au plan international, il faut penser en termes, il faut penser de privilégier des partenaires qui travaillent en termes professionnels, en termes programmatiques, en termes de l'application de règles de façon généralisée, même si on est parfois davantage en désaccord avec différents partenaires sur différentes questions précises de politique étrangère. Ça va être beaucoup plus facile de travailler avec des partenaires qui sont du moins systématiques dans leur approche, ce qui n'est pas le cas avec l'administration Trump actuellement. Et je terminerai là parce que j'ai oublié mon temps. Merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup, Théo. À nouveau, une contribution fort complémentaire des collègues. Merci pour cet approfondissement. Et on va terminer ce panel avec Henri-Paul Normantin, qui a été présenté effectivement tout à l'heure comme fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal, qui est ancien ambassadeur du Canada en Haïti et aux Nations unies. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Justin, merci à l'équipe de l'IEM de nous donner cette occasion pour une discussion à propos aujourd'hui. Alors, je vais faire ma présentation en 3 brèves sections. La première, je vais tenter, comme mes collègues, de répondre directement à la question « Que veut Trump ?»
Dans un deuxième temps, je vais parler d'une conséquence particulière de ce que fait Trump sur ce que je vais appeler la géopolitique de la démocratie. Et puis, troisièmement, je ne peux pas m'empêcher, mais je vais parler du Canada. Alors, l'avantage, évidemment, d'être le dernier panéliste ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de choses très pertinentes qui ont déjà été dites et je ne vais pas les répéter. Mais sur ce que veut Trump, en quelques mots, évidemment, M. Trump est très transparent. C'est marqué sur sa casquette en haut. MAGA, c'est ça qu'il veut. Mais pour les fins de la discussion, si on rentre un peu plus dans le spécifique, je dirais qu'il y a 4 choses que veut M. Trump. Et la première est de loin la plus importante. C'est qu'il veut un monde dans lequel il n'y a pas de règles et il n'y a pas de droits. Un monde dans lequel seul compte la force. Et ça se voit en politique intérieure. Je regarde notamment ces attaques contre le système judiciaire. Et pour l'avocat que je suis, c'est absolument épouvantable ce qui se passe à ce niveau-là. Ça se voit aussi sur la scène internationale. On pourra en parler longuement. Je vais juste prendre une petite anecdote. Quelques mots que prononce régulièrement M. Trump. Il l'a fait avec Zelensky quand il lui dit « You don't have the cards, you don't have the cards ». Ces quelques mots-là reflètent sa pensée. C'est qu'il dit à M. Zelensky « Vous n'avez pas un bon rapport de force. Le rapport de force n'est pas en votre faveur, donc soumettez-vous. » L'idée de penser au droit international, les principes de souveraineté d'État, l'intégrité territoriale, voire même les principes et la moralité, ça n'effleure même pas son cerveau. Alors, je prends cette petite anecdote pour expliquer ce point fondamental. Un monde sans règles et sans droits, c'est la première chose. La deuxième, c'est la combinaison territoire et ressources. Qu'on pense au Groenland, à Panama, au Canada, je vais y revenir. Dans le cas des territoires, c'est parfois pour des voies de navigation stratégiques. Hein, le Groenland, le Panama, c'est ça. Les ressources, évidemment, à commencer par le deal qu'il veut en Ukraine et aussi son intérêt vers le Canada. Alors voilà, ce package-là, là, territoire et ressources. Troisièmement, sur le plan économique, évidemment, il veut des règles commerciales différentes pour favoriser les États-Unis. Mes collègues en ont parlé, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et quatrièmement et dernièrement, ce qu'il veut, et ça a des conséquences surtout pour la sécurité, c'est qu'il veut soulager les États-Unis de son rôle de gendarme du monde. Alors, le poids politique, le poids militaire, le poids financier qui vient avec ça, il veut se soulager de ça et ça a évidemment des conséquences fort importantes. Alors ça, c'est dans le domaine très géopolitique. Maintenant, et puis Karine, je pense, y a fait allusion, il y a aussi des considérations personnelles qui ne sont pas à négliger. Et là, j'en vois 3. La première, tout simplement, c'est la jouissance de l'exercice sans limite du pouvoir. Ça se voit à tous les jours. Il se complaît là-dedans, être dans le centre d'attention et tout. La deuxième, c'est l'enrichissement personnel et celui de sa famille et de ses amis. Et puis la troisième, sur un ton un peu plus léger, mais quand même, un prix Nobel. Peut-être 2 même. Un prix Nobel pour la paix, un prix Nobel pour l'économie, pourquoi pas? Mais enfin, ces choses-là, évidemment, ce ne sont pas des choses structurantes, mais il ne faut pas non plus les négliger. L'une des conséquences de tout ça, c'est qu'on sait que M. Trump a créé beaucoup de fractures. Hein? Fractures économiques, on le voit avec les règles commerciales, les liens commerciaux entre les États sont en train de changer. Fractures au niveau de la sécurité, bien sûr, et ça, on va en parler beaucoup, je pense, au cours de la journée, au niveau de la sécurité collective, de la sécurité en Europe. Mais j'aimerais apporter votre attention sur une troisième fracture qui, pour moi, est importante, et c'est au niveau de la démocratie. Là, je simplifie un peu pour les fins du propos, et je me concentre surtout sur le bloc occidental. Bien sûr, la démocratie, il y a beaucoup de démocratie à travers le monde, mais je vais me concentrer sur le bloc occidental. Traditionnellement, le monde occidental, c'est un bloc qui défend la démocratie et qui en fait la promotion à l'extérieur. Or, avec l'arrivée de M. Trump, on se retrouve dans 2 camps démocratiques distincts. Il y a le camp, d'une part, des démocraties libérales, Canada, la majeure partie de l'Europe, et des démocraties illibérales, du genre Hongrie. Mais ce qui change la donne, c'est que maintenant,
Le pays qui se disait le leader du monde libre n'est plus, et les États-Unis se retrouvent dans le camp des démocraties illibérales. Ça, c'est une fracture majeure, selon moi. Julien l'a mentionné, ça fait en sorte, entre autres, que on ne va pas faire la promotion de la démocratie de la même façon qu'on le faisait dans le passé. Le Canada, la majeure partie de l'Europe, si on veut continuer à faire la promotion de la démocratie, il va falloir changer nos approches parce que là, on vient de perdre un allié important, les États-Unis. Mais il y a plus que ça. Les deux camps démocratiques vont s'affronter. Et c'est déjà commencé. Ils vont s'affronter sur des enjeux fondamentaux de la démocratie. Ça va se voir notamment dans le domaine de la liberté de presse, et on le voit avec les réglementations sur les médias sociaux notamment. Ça va se voir aussi beaucoup sur les droits des minorités. Alors ça, c'est déjà commencé. J'entendais Bob Ray, notre ambassadeur aux Nations unies récemment, qui disait que dans les discussions à la Commission sur le statut de la femme, là, qui se déroule à cette période-ci de l'année, il y a eu des discussions même sur l'utilisation du mot « genre » dans les documents des Nations unies. Alors, c'est là qu'on est. Et selon moi, ça va avoir des conséquences fort importantes sur la cohésion du monde occidental. Ces affrontements entre deux camps démocratiques, ça va nous affaiblir encore plus. Alors, j'en viens maintenant au Canada. Que veut Trump par rapport au Canada? Puis là, je poursuis dans ce que je mentionnais tantôt. Bien sûr, l'accès au territoire et aux ressources. Sur le territoire, là, je vais peut-être m'inscrire en faux avec certains collègues, mais l'histoire du 51e État, je n'y crois pas du tout, c'est pas sérieux. Je souhaiterais même qu'on n'en parle plus. Et pour la raison suivante, peut-être que M. Trump y pense dans ses fantasmes, ça c'est fort possible, il en parle même. Mais il n'a aucun appui aux États-Unis pour ça, zéro absolu. Il n'ira jamais loin dans cette direction-là, ça ne se passera pas. Par contre, toujours sur le territoire, il y a des enjeux qui, ceux-là, sont très sérieux. Notamment l'Arctique. On sait que les États-Unis ne reconnaissent pas la souveraineté du Canada sur le passage du Nord-Ouest, ce qui pourrait par ailleurs être à leur avantage, mais quand même. Donc, l'Arctique, il faut regarder, peut-être même les frontières, notamment avec les Grands Lacs. Et ça se mélange avec les ressources. Ça, c'est certain que Trump veut un accès plus prononcé sur nos ressources, l'énergie, les minéraux stratégiques, l'eau, etc. Alors, je pense que c'est sur ces thématiques-là qu'il faut être très vigilant. Alors, bref, je ne pense pas que Donald Trump... Et puis, il y a aussi, évidemment, les règles commerciales que Trump veut changer à son avantage. Alors, je ne pense pas qu'il faut se préoccuper du tout du 51e État. Par contre, il faut se préoccuper du fait que Trump va vouloir, de différentes façons, avoir un plus grand accès à nos ressources. Et dans le fin fond, ce qu'il recherche, je pense, c'est de faire du Canada, idéalement, un État vassal des États-Unis. Ça, je pense que c'est très, très sérieux. Et je conclus sur les questions de politique étrangère et plus pour le Canada. Et il faut revenir à la méthode Trump. Parce que Trump a des objectifs, il y a des volontés, on en a parlé tantôt, mais sa méthode compte aussi. Et sa méthode, comme je disais tantôt, c'est sans principe ni droit ni loi, c'est la force. Donc, ce qu'on voit, adieu la diplomatie classique, bonjour la diplomatie coercitive, avec des tarifs, avec des menaces d'utilisation de la force, voire même avec l'ingérence, et voire propagande et désinformation avec son ami Musk. Alors ça, c'est la méthode Trump. Et ça a des conséquences profondes pour le Canada. On va parler au cours de la journée de politique étrangère. Hein? Politique étrangère au sens où il va falloir repenser à nos objectifs, nos intérêts et les grandes stratégies et orientations pour défendre ces intérêts et promouvoir ces objectifs. Mais pour appuyer une telle nouvelle politique étrangère, il y a un instrument privilégié qui s'appelle la diplomatie. Et là, désolé, déformation professionnelle ici,
Diplomatie. Il va falloir repenser non seulement notre politique étrangère, mais notre diplomatie. Ce que je veux dire ici, c'est ce qui suit. Notre diplomatie canadienne, que j'ai pratiquée pendant longtemps, c'est une diplomatie que j'appellerais classique. Hein? Négociation, recherche du consensus, recherche de solutions gagnant-gagnant, compromis, entente de toutes sortes et bien sûr, le droit international. L'ADN de notre diplomatie, c'est ça. Or, on fait face maintenant à notre ancien allié qui, lui, exerce une diplomatie complètement différente, une diplomatie coercitive. Alors nous, pour survivre dans un tel environnement, ben, il va falloir repenser notre diplomatie. Je ne dis pas du tout qu'il faut mettre de côté les principes et le droit. Il faut continuer ça. Mais il faut être prêt, là je prends un exemple qu'on donne ces temps-ci, de jouer du coude. Il va falloir être prêt à avoir, nous aussi, une diplomatie plus agressive et coercitive. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé. On a imposé des tarifs aux États-Unis. Évidemment, vous allez me dire, c'est en réaction à ce qui se passe. Oui, mais on l'a fait. Pourquoi? C'est un instrument pour influencer les positions et les décisions des États-Unis. Ça, c'est un exemple. Et dernier exemple, en matière de diplomatie publique, on a commencé à s'adresser directement aux Américains dans les médias américains. On ne faisait pas ça dans le passé. Alors ça, c'est un exemple qui montre que notre diplomatie va devoir changer. Puis oui, il va falloir penser aux ressources qu'on peut utiliser de façon agressive, nos minéraux stratégiques entre autres. Alors, je pense qu'il faut une réflexion non seulement au niveau des grands objectifs de la politique étrangère canadienne, il faut aussi, avec tout ça, une réflexion sur la diplomatie que l'on déploie à l'appui de cette politique étrangère. Voilà. Merci beaucoup, tout le monde. Vous avez vraiment superbement étalé le débat qu'on va poursuivre dans la journée. Montrer qu'il y a une question simple, à que veut Trump? Il y a beaucoup de réponses complexes, nuancées et différentes pistes que vous avez abordées. Et je vais me permettre une question transversale pour tout le monde, pour débuter avant de lancer l'ouverture des questions à la salle. C'est sur la persistance, la durabilité, la profondeur des changements que vous voyez. Est-ce que c'est l'homme, Donald Trump, qui décédera un jour, surtout à la quantité de coke qu'il boit et de burgers peut-être plus tôt que tard? Est-ce que l'idée dépasse l'homme? Quelle est la profondeur des transformations qu'on voit? Parce que si on pense aux incidences que ça peut avoir sur les alliés, dont le Canada, si la stratégie initiale sur le premier mandat, qui était, à mon avis, la stratégie canadienne au début ou fin 2024, début 2025, c'était de dire « duck and cover ». On va se cacher la tête, on va espérer, ça va bien passer. Ce sera une petite zone de douleur, un peu comme de turbulence, comme Donald Trump nous dit présentement, vous perdez peut-être un peu d'argent à la bourse, mais c'est de courte durée, tout va bien aller plus tard. Et donc, dans 2 ans, avec les midterms, ou dans 4 ans, avec un nouveau président, tout va revenir à la normale. Est-ce qu'on peut retourner à la normale? Est-ce que les transformations, est-ce qu'on va passer du 19e siècle au 21e siècle dans 4 ans? Est-ce que ce factionnalisme-là va perdurer? Et dans quelle mesure il y a des balises qui nous permettent de l'évaluer? Parce que je vais rebondir sur ce que Julien tout à l'heure donnait comme exemple. Il y a peut-être des figures rassurantes. On donnait l'exemple de l'OTAN. Moi, je n'ai pas la même lecture. Je pense que le sommet de l'OTAN en juin, ce sera l'actualité. Là, c'est jour de libération, explique peut-être pourquoi on en parle un peu moins. Mais la demande américaine, qui est que les alliés dépensent 5 du PIB en défense, que les États-Unis eux-mêmes ne font pas, il n'y a que la Pologne qui s'y approche à 4,7 est une demande complètement farfelue, peut-être. Ça n'a existé que lorsqu'on était en guerre directe. Est-ce qu'on peut monter à des taux de dépenses si importantes? Donc, est-ce que même dans les figures rassurantes où on aurait pu penser qu'on va ménager ou laisser tomber certains éléments qui avaient été initialement mis de l'avant dans le premier mandat, mais qui sont tassés, est-ce qu'il y a ces balises-là ou ces garde-fous qui nous permettent de dire, ben, finalement, ça va passer, soit les républicains vont l'expulser, soit les démocrates vont reprendre le pouvoir, soit la société américaine va prendre la rue, et donc, où les marchés financiers vont faire changer Donald Trump. Les alliés vont le faire réaliser que ben, ce n'est pas 5 on va y aller pour 3 cet été, et tout va bien aller. Est-ce qu'on peut normaliser la relation, ou est-ce que c'est réellement
une rupture frontale et de longue durée. Peut-être faire dans l'ordre initial. On va commencer avec Karine. J'ai longtemps pensé que Trump était une parenthèse dans l'histoire. Je disais souvent ça dans mes cours. Là, je suis pas mal moins certaine. À chaque semaine, je suis moins certaine de ce que je pensais la semaine d'avant. Et je pense que là, ces idées vont persister au-delà de la personne, au-delà de cette présidence-là. D'abord parce qu'il y a une masse critique d'élus MAGA. Je pense qu'il y a aussi donc une masse critique d'électeurs qui leur permettent d'être élus et de mettre en place ces idées-là. Ensuite, les changements institutionnels sont quand même assez importants. Changements dans la bureaucratie aussi sont importants. Quand on congédie beaucoup de gens comme ça, quand on révise les principes ou les mécanismes de fonctionnement, ce sera difficile pour une autre administration de dire il faut réinvestir massivement des milliards de dollars pour réembaucher les gens, pour reconstruire ce qui a été détruit. Ça va être difficile à justifier. Et troisièmement, il y a un bris de confiance qui est durable, je pense, à la fois pour les alliés, à la fois pour les Américains aussi. Alors, je pense que c'est comme dans toute relation, une fois que la confiance a été entachée, c'est extrêmement difficile de la regagner par la suite. Et là, les alliés travaillent très fort à reconstruire leur réseau, à reconstruire leur façon de faire. Alors, je ne suis pas sûre qu'ils vont être prêts à tout abandonner du jour au lendemain parce que soudainement, il y aura un président démocrate ou soudainement, il y aura peut-être un président républicain un peu moins extrémiste. Ça va dépendre, la durée de ce phénomène-là, j'ai l'impression, va dépendre des résultats. Évidemment, vous l'avez dit tantôt, pour l'instant, l'opinion publique suit Trump, notamment sur la question de l'immigration, mais sur le reste, c'est pas mal moins certain. Quand les gens, effectivement, vont perdre leur couverture, leur peu de couverture sociale, bien, peut-être que là, il va commencer à y avoir des brèches qui vont apparaître. Mais néanmoins, les gens qui sont au pouvoir à l'heure actuelle vont vouloir le garder. Ce sont des gens qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas eu un accès aussi direct, je pense, au pouvoir. Et j'ai l'impression qu'ils vont vouloir le garder. Mais en tout cas, je pense qu'on a tous les facteurs pour se préparer à du long terme, j'ai l'impression. J'essaie de trouver une formule polie, là, puis j'en ai pas trouvé, mais il faut, je pense que c'est là pour durer. Mais je dirais que c'est d'autant plus là pour durer que les narcissiques, en dépit de leur régime alimentaire, ils meurent difficilement. C'est ça le problème. Donc ça prend du temps. Voilà. Je pense qu'il y a deux choses qui ont changé et qui vont changer dans la durée. Karine les évoquait déjà. Cet affaiblissement du gouvernement fédéral, là, il se tire une balle dans le pied, il se tire une balle dans la tête, probablement pour un moment. Il risque d'en payer le prix, que ce soit Trump ou les Américains, s'il devait y avoir un gros problème de sécurité qui frappe les États-Unis. Je n'ose pas imaginer, on a souvent dit avant le 11 septembre 2001, que les problèmes bureaucratiques étaient un facteur qui avait empêché de prévenir les attaques. Là, quand on voit à quel point il affaiblit même l'appareil de sécurité nationale, il y a quelque chose de préoccupant pour les Américains, en premier lieu avec cet affaiblissement du gouvernement fédéral. Ensuite, sur les questions sanitaires, de santé publique, on pourrait abonder là-dedans. L'autre élément qui l'a affaibli durablement, c'est la réputation, le soft power des États-Unis. Là, il y a quelque chose vraiment, la confiance s'est brisée, probablement pour une longue période. Au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'éléments pour lesquels Donald Trump s'inscrit déjà dans quelque chose de relativement ancien, s'inscrit peut-être dans la continuité. Je vois Stéphane, la question de l'Arctique, je me souviens, il y a presque déjà une vingtaine d'années, les différends sur la souveraineté du passage du Nord-Ouest, c'était déjà dans les sujets irritants entre Ottawa et Washington. Alors, peut-être pas exprimé de façon aussi véhémente, mais voilà, il y a des vieux sujets de contentieux. Bon, l'Arctique, le commerce international. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir des tensions Boeing, Airbus, là, ces conflits commerciaux entre Européens et Américains. La deuxième tendance de longue durée, cet éloignement
entre les États-Unis et leurs alliés traditionnels, en particulier les Européens. Les Américains sont voués à regarder de plus en plus vers l'Indo-Pacifique, vers l'Asie-Pacifique, parce que c'est là que les choses vont se jouer et surtout se jouent pour eux. On oublie souvent, hein, mais Barack Obama n'était pas un président européen, se désintéressait fondamentalement de l'Europe, sauf qu'il le faisait avec le sourire et les alliés européens n'avaient pas pris la mesure de la chose ou avaient refusé de le voir. Là, au moins, Trump a le mérite de, valider les thèses françaises. Donc, il y a un petit côté chauvin des fois chez moi qui ne sera pas peu fier de voir que la thèse française de l'Europe de la défense l'emporte au détriment de la vision un peu naïve et bisounours des Allemands. Donc, deuxième élément qui me fait plaisir. Mais donc, on aura peut-être pas cet éloignement, mais ce rééquilibrage des responsabilités entre l'Europe et les États-Unis en matière de sécurité. Et dernier point, où là, il y a quelque chose qui est probablement amené à durer, c'est la tendance protectionniste américaine, autant chez les républicains que chez les démocrates. Alors, il faut arriver à la gérer, à peut-être la contourner. Et dernier élément, sur le commerce et sur les politiques économiques. Pour l'instant, les Américains n'en paient pas le prix et l'administration Trump n'en paie pas le prix politique. Il suffit d'être un peu patient, d'attendre un peu et de faire en sorte qu'ils paient le prix politique pour que peut-être certains républicains reviennent à la raison sur le commerce international. Et peut-être même J.D. Vance pourrait revenir à ses tweets de 2017 sur l'importance du libre-échange. Merci beaucoup. Donc, je rejoins l'idée évoquée par Karine, que le projet de déconstruction qu'on a vu et dont j'ai parlé sera extrêmement difficile de changer éventuellement. Rebâtir sera très difficile. Il y aura toujours un bassin très important de professionnalisme pendant quelques années du moins. Arriver à un nouveau gouvernement du Parti républicain après 2028, que ce soit un troisième mandat de Trump ou quelqu'un d'autre, essentiellement, ce bassin de professionnalisme sera de plus en plus effrité. Puis donc, après ce moment-là, la tâche devient d'autant plus difficile. Mais même là, on parle d'un projet d'une décennie pour rebâtir ce qui a été détruit. Où est-ce que ça pourrait être reconstruit? D'abord en politique intérieure, puisque les besoins seront criants. Donc, suite à une élection de nouvelle administration post-Trump qui cherche à reconstruire, ce sera au plan intérieur que ça va se passer d'abord, parce que ce serait à cause des besoins criants à cause de l'impopularité et des dégâts économiques et sociaux des politiques actuelles qui feraient élire un différent gouvernement. Pour la politique étrangère, je rejoins Julien en croyant que c'est vraiment dans le commerce que ça peut se rebâtir le plus rapidement avec un retour à la raison. Mais une des conséquences du président Trump et de ses actions, c'est de suggérer que les accords de libre-échange qu'on a ne valent peut-être pas ce qu'on pensait qu'ils valaient. Hein? Et sont là tant et aussi longtemps que le président veut qu'ils soient là. Et puis, à moins qu'il y ait vraiment un resserrement du pouvoir du Congrès sur le président par rapport aux tarifs douaniers. Ce qui est intéressant, une petite parenthèse, l'inverse des dynamiques antérieures où, par exemple, c'était le président qui s'est accaparé de ce pouvoir de faire des tarifs douaniers dans les années 30 parce que c'est le Congrès qui était davantage protectionniste. Je repasse. Bon, si c'est le cas, on peut imaginer de rebâtir, et en particulier si il y a ce pendant intérieur de la politique commerciale aux États-Unis, peut-être qu'on peut voir que les accords de libre-échange deviennent après ça un peu plus prévisibles. Mais de façon globale, avec le commerce, comme avec beaucoup d'autres choses, une des conséquences du président Trump, c'est qu'il a montré comment contourner tous les garde-fous qu'on croyait être là dans le système politique américain. Donc, ce que ça prend, c'est pas tous les présidents qui nécessairement seraient capables de le faire. Le président Trump n'a pas été capable de le faire pendant son premier mandat. Il semble l'être maintenant. Et peut-être que c'est uniquement lui qui a, par exemple, ce
ce pouvoir charismatique sur une très bonne partie de la population et cette capacité donc de faire peur à tellement de députés républicains et puis aussi de créer une peur non seulement politique mais aussi physique chez des élus, chez peut-être des juges aussi. Mais il a quand même montré le modèle de comment briser le système. Et puis, pour ce qui est de la possibilité que M. Trump soit une parenthèse, éventuellement, il ne sera plus président, d'une manière ou d'une autre, mais il y aura un modèle. Il y aura un modèle et puis à suivre. Et puis, c'est discutable à savoir si une autre personne pourrait suivre le même modèle, mais le modèle sera là. Et je dois imaginer qu'un futur président l'essaierait. Merci. Est-ce que c'est une rupture? J'hésite encore à utiliser ce mot dramatique, mais la question se pose. Par contre, tendance très, très lourde avec des conséquences très sérieuses, oui, définitivement. Et pour moi, la tendance la plus lourde et les conséquences les plus dramatiques au niveau géopolitique, relations internationales, c'est que les normes, les règles, les principes, le droit ont été délégitimisés. Ça n'a pas été inventé par Trump. Ça fait des années qu'on s'en va dans cette direction-là. Plus récemment, on n'a qu'à penser à l'Ukraine et à Gaza. Mais toute cette construction bâtie autour des principes, des normes, des règles et du droit a perdu de sa légitimité. Et ça, je pense que c'est une conséquence dramatique. Et ça donne de la légitimité à des États qui, justement, ne se préoccupait pas du tout de ces principes-là jusqu'à récemment. Je pense notamment à la Russie, je pense à la diplomatie coercitive de la Chine et autres. Alors, ces États-là se sentent maintenant, je vais utiliser le terme anglais, excusez-moi, mais « empowered », d'agir en fonction de la force. Alors, ça, pour moi, c'est malheureusement maintenant la voie que nous avons prise. Ceci dit, est-ce qu'il y aura un retour plus tard? Je n'exclus pas cette possibilité. La seule question, c'est combien d'années, combien de dommages dramatiques aurons-nous fait au monde avant que les pays et les dirigeants se disent « Ouais, après tout, on est peut-être mieux de retourner à un système où est-ce qu'il y a des principes, des normes et des règles. » Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Maintenant, je vais ouvrir la période de questions à la salle ici. Je crois qu'on a un micro, n'est-ce pas, à partager avec les personnes qui voudraient poser une question. Comme ça, les personnes en ligne pourront entendre votre question. Lorsque vous allez avant de poser votre question, je vous demanderai de vous présenter et de faire une question et non pas un commentaire, idéalement. Oui, bonjour, Jean-Noël Bérubé. Je m'intéresse à la politique internationale. Ma question s'adresse à M. Normandin, qui très justement parlait d'une solution gagnant-gagnant. Et je crois qu'on doit revenir à ceci parce que, véritable question de la perception que j'en ai de ce que veut le gouvernement américain actuel, c'est l'équilibre budgétaire. C'est d'avoir une balance commerciale excédentaire, d'être capable de recommencer à payer les dettes et l'intérêt sur la dette qui n'a pas été payé depuis 25 ans, qui a été capitalisé. Alors ça, c'est essentiellement, je crois, ce que veut Trump. Et nous, et je vais aller en porte-à-faux malheureusement avec ce que j'ai entendu, j'ai une profonde reconnaissance envers le peuple américain. Le peuple américain a contribué de manière considérable à la prospérité canadienne. Le peuple américain est le seul allié et ami que je connaisse qui viendrait à la défense du Canada avec toute la puissance de son armée pour nous aider à gagner dans le cas d'un conflit où le Canada serait impliqué. Alors, c'est ça la question. C'est nous, en tant qu'amis, est-ce qu'on est prêt à renégocier l'entente? Est-ce qu'on est capable de trouver des idées qui nous feraient gagnants et qui feraient les États-Unis gagnants en tant que entente bilatérale? On oublie le trilatéralisme et on oublie les autres pays. Entre nous, comment est-ce qu'on peut s'organiser
pour que les États-Unis puissent avoir une balance commerciale favorable et être capables, enfin, de rétablir leur richesse. N'oublions pas que nous partageons la même devise américaine, ça n'est plus l'or, et que si les États-Unis dévaluent leur devise, eh bien, c'est tout le monde entier qui va en subir les conséquences. Donc, serrons-nous les coudes, arrêtons de nous en prendre à un personnage. Ce personnage représente le peuple américain qui a voté pour lui, et je pense que le peuple américain mérite notre respect et notre amitié. Je voudrais juste un petit mot d'information que les États-Unis n'étaient pas aux côtés du Canada dans la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale au début de ces années. On fait la guerre souvent sans les Américains. Alors, très sommairement, je ne suggère pas que le Canada doit abandonner la recherche de solutions gagnant-gagnant. Mais, premièrement, il faut être conscient qu'il y a des gens qui ne jouent pas gagnant-gagnant. Ils jouent pour le gagnant-perdant. Et c'est ce que fait M. Trump. Ça, il faut en être parfaitement conscient. Il y aura d'autres situations. Maintenant, et je prends l'exemple de ce que nous faisons présentement en termes de diplomatie, le Canada, face à l'agression économique de M. Trump, qu'est-ce qu'on fait? Bien, nous aussi, on réplique en disant « on va vous faire mal, nous aussi ». Ça, c'est une solution gagnant-perdant. Je vais essayer de vous faire perdre en vous faisant mal, temporairement, pour que plus tard, vous reveniez à la table des négociations et qu'on puisse enfin revenir à la raison et chercher des solutions gagnant-gagnant. Alors, dans un premier temps, désolé, mais il faut jouer gagnant-perdant. On va leur faire mal. Puis peut-être qu'un jour, ils vont dire, bon, on se rassoit avec vous, puis effectivement, là, on va chercher des solutions gagnant-gagnant. Et ça, je pense que dans la logique de M. Trump, c'est quelque chose que nous pouvons envisager, mais il va falloir qu'il passe par la première étape difficile avant qu'on puisse y en arriver là. Je vais me permettre d'ajouter quelque chose. Si on veut que les États-Unis aient une balance commerciale favorable, ça implique d'avoir un modèle économique comme la Chine, où on produit des choses à faible coût, avec une main-d'œuvre à faible marché, et où on importe des produits de plus haute qualité. Ce qui n'est pas le modèle de consommation américaine, où tout le monde veut des voitures, une piscine, un chalet, etc. Alors, le modèle économique d'une balance commerciale favorable ne me semble pas compatible avec le modèle économique américain présentement, où la solution passerait plus par la redistribution des richesses, peut-être, que par une balance commerciale pour faire de l'argent à l'État. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. On va passer à une question, madame, oui. Bonjour, je m'appelle Célia Grimard, je suis une diplômée de l'UQAM, toujours interpellée par les dossiers que vous menez. Bonjour, Justin. Bonjour, Célia. Donc, c'était très intéressant. Alors, moi, très bref commentaire et 2 questions. Les investisseurs, dans le cadre de la mondialisation de l'économie, ont besoin d'avoir de la prévisibilité. Hein, ils ont besoin d'avoir des cadres législatifs qu'ils peuvent analyser, prévoir comment ils veulent échelonner et délocaliser si c'est le cas ou prendre de l'expansion. On est un peu là-dedans. J'ai envie d'attacher le mot confiance à côté du mot prévisibilité. La prévisibilité et la confiance, c'est 2 qualités, oui, que recherchent les investisseurs, dont plusieurs, je pense, pour avoir suivi un peu ça, et plusieurs envisagent se délocaliser aux États-Unis pour justement ne pas perdre le marché américain et ne pas être touchés aussi sévèrement par les tarifs qui sont devant eux. Vous parliez de temps. Il suffit d'être un peu patient. On dit que les États-Unis sont la plus grande démocratie, sont l'exemple de la plus grande démocratie. Bon, si on parle pour parler, outre la façon dont ils se financent dans leurs processus électoraux, on élit quand même le shérif, le procureur. Il y a des processus d'élection de magistrats dans certains. Moi, je m'explique mal comment un processus démocratique aussi profond dans la société américaine, avec ce qui se passe et les bouleversements, ne peut pas mener aux élections de mi-mandat à une prise de conscience collective. Ça fait même pas 6 mois que le président Trump est en exercice et ça va pas prendre 2 ans avant que les Américains constatent l'effritement de leurs institutions de façon marquée. Maintenant, j'aimerais entendre ce que vous croyez qui est possible de sauvegarder au moment des élections de mi-mandat, s'il y a des organisations de terrain, parce que
il y a quand même des choses qui se disent au Congrès et dans les comités sénatoriaux. Puis, ultérieurement, j'aimerais savoir comment vous envisagez le changement de la mondialisation de l'économie avec l'effet Trump et à quel point ça peut être... Est-ce que la question est pour Théo spécifiquement ou pour quelqu'un qui veut? D'accord. Répondre, oui, dans la même. Est-ce que quelqu'un veut commencer de ce côté? Je peux le Théo? commencer. Oui. OK. Donc, je pense que les avantages pour les élections de mi-mandat pour ce qui est de la Chambre de représentants sont fortement avec le Parti démocrate déjà. Les républicains qui ont une avance seulement de 3 sièges et qui, dans une situation où typiquement le président perd de l'appui de toute façon, et puis avec la catastrophe qui déroule actuellement sur Wall Street, à cause justement de l'imprévisibilité des tarifs douaniers. Si les tarifs douaniers étaient 10% pour toujours, ça n'aurait pas eu cet impact, c'est sûr. Et puis, ça aurait produit peut-être le genre, ou aidé à produire le genre de réajustement de l'économie mondiale que cherchait Trump. Le niveau arbitraire, le fait que que ça puisse changer du jour au lendemain, le fait que si on construit une usine, on décide de construire alors une usine aux États-Unis en pensant qu'il y aura un tarif douanier de tel niveau et puis ça disparaît après, bon, c'est d'autant catastrophique que de la situation inverse pour une entreprise. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a tellement de débandades sur Wall Street. Et puis, je pense que les chances sont très fortes que les démocrates remportent, du moins pour ce qui est de Chambre. Pour le Sénat, c'est toujours plus compliqué. Je n'ai pas analysé la carte. Je ne fais pas de prévision par rapport au Sénat. Et puis, je pense que l'administration en est consciente. Je pense que déjà, peu importe qu'est-ce qui aurait été la réponse populaire à ces politiques, ils prévoyaient qu'ils allaient perdre les élections pour ce qui est des chambres et que ça minerait sa capacité de passer des lois par la suite. Ça augmenterait le pouvoir de la Parti démocrate, sa capacité de lancer des enquêtes et le conflit politique qui en découlerait. Alors, ils agissent vite. Et je pense qu'ils sont très conscients du fait qu'en général, leur temps est très limité. Qu'ils ont essentiellement 2 ans à agir de la manière qu'ils veulent avant que les institutions puissent, je pense, se reprendre un peu. Est-ce qu'il y a beaucoup à faire par rapport à ces dynamiques-là? Je ne suis pas certain. Je pense que le genre de diplomatie auprès de la population américaine, qu'Henri Paul a mentionné, je pense que ça peut influencer la chose, mais je ne pense pas que... Les dynamiques sont très fortes déjà. Et donc, à la marge, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'impact d'efforts internationaux. Je pense que ces dynamiques vont se dérouler de toute façon. Merci. Est-ce que quelqu'un... Oui, Julie. Juste pour compléter un petit peu ce que vient de dire Théo, on le voit déjà, la capacité d'organisation des opposants politiques à ce que fait Trump avec le résultat des élections locales ou partielles depuis la fin janvier. Les choses ne vont pas très bien pour les candidats républicains ou les candidats soutenus par le Parti républicain. Bon, la semaine dernière, il y a eu cette fameuse élection à la Cour suprême du Wisconsin. Les élections partielles en Floride pour combler 2 sièges à la Chambre des représentants. Trump s'est félicité mercredi de la victoire de ses poulains républicains, mais ça a quand même considérablement baissé l'appui dans ces circonscriptions-là au Parti républicain. Donc, si les démocrates parviennent à s'organiser et à proposer quelque chose de concret, je pense qu'il y a moyen aux élections de mi-mandat, qui en plus structurellement sont défavorables au parti au pouvoir, de voir un rééquilibrage des rapports de force politiques à Washington, avec donc probablement une chambre qui pourrait basculer du côté démocrate. Simplement, plus largement, sur la santé de la démocratie américaine, je rappellerai que l'immense majorité des électeurs de Donald Trump sont convaincus que Trump sauve la démocratie américaine. Voilà. Notamment avec son idée qu'il faut absolument éviter la fraude aux élections. Ça un peu passé inaperçu, là, son décret il y a quelques jours, d'obliger un papier d'identité fédéral pour les élections fédérales. Là, il y a quelque chose de très intéressant que peut-être les démocrates auraient intérêt à reprendre à leur compte pour un peu affaiblir cette idée que Trump lui-même sauve la démocratie, ce qui peut évidemment paraître paradoxal. Voilà, mais c'est un sujet probablement sur lequel les démocrates devraient se pencher. Voilà. Merci. On a le temps d'une dernière question, monsieur. Si vous pouvez vous présenter d'abord. Merci. Je suis Gilles Barnouekeni. Je suis étudiant à la maîtrise en administration publique
à l'École nationale d'administration publique. Alors, j'ai une question également pour M. Normandin. Dans votre propos, vous avez illustré le fait que le comportement du président Trump a permis de repenser, a exigé la nécessité de repenser la diplomatie canadienne et en amont la politique étrangère du Canada. J'aimerais savoir si on peut considérer cela comme un mal pour un bien pour la diplomatie canadienne. Et dans un second temps, j'aimerais également vous entendre sur une autre question parce que compte tenu de l'asymétrie apparente entre les deux États, est-ce qu'on doit considérer que jusqu'où peut aller le Canada dans sa riposte de diplomatie agressive envers les États-Unis? Est-ce que vous pensez que cette logique-là, cette approche-là est tenable à court et à moyen terme? Par court terme, je veux parler par exemple des élections de mi-mandat et par moyen terme, j'évoquerai justement la fin du mandat du président Trump par la Maison-Blanche, sachant effectivement que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ça pourrait constituer une tendance lourde qui se prorogerait dans le temps, vu que la posture trumpiste ou trumpienne serait un héritage, un modèle qui ferait cas d'école dans les années à venir dans le paysage politique américain. Merci. Merci bien pour votre question fort pertinente. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le Canada de repenser sa diplomatie? Je répondrai un peu différemment. C'est une nécessité. On est dans un nouveau monde et il faut s'adapter. On ne peut pas faire comme on faisait auparavant dans notre diplomatie, où je simplifie un peu, là, mais on présumait d'une certaine façon que tout le monde était de bonne foi et recherchait des solutions gagnant-gagnant. Le monde n'est plus ça. Et ça va contre notre ADN, ce nouveau monde, mais il faut y faire face. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut repenser notre diplomatie, incluant possiblement utiliser des instruments plus coercitifs. Et ce qui m'amène à votre deuxième point, est-ce que notre approche est durable face aux États-Unis? C'est certain que le rapport de force est bien différent, juste par la taille de l'économie, notamment, et par la taille des forces de sécurité. Je serais tenté de citer à la fois Sun Tzu et Machiavel. Il faut se connaître soi-même et connaître son ennemi. Alors, il faut savoir quels sont nos propres atouts et nos propres faiblesses et connaître celles de nos, je ne sais pas si on les appelle maintenant partenaires ou adversaires, mais en tout cas ceux avec lesquels on travaille. Et il va falloir intégrer ça dans notre diplomatie. Mais c'est certain qu'il faut être conscient des rapports de force. Il faut être intelligent dans notre réponse et stratégique. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous prierai de vous joindre à moi pour remercier nos panélistes pour une excellente contribution. Nous allons prendre une petite pause. Nous allons reprendre les travaux à 11h. Merci beaucoup.